Pour les pays du Nord, l'exode de cerveau est majoritairement positif parce que pour certains pays, comme le Canada par exemple, qui a un taux de natalité très basse et qui a besoin de gens pour travailler et faire avancer l'économie, le fait qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont souvent qualifiés pour travailler, c'est un point très bénéfique parce que ça permet de remplir le trou créé par le faible taux de natalité. Donc c'est pour cela même pourquoi certains pays développés encouragent ou mettent en place des politiques qui encouragent la venue de, des immigrants dans leur pays. Donc, cela étant dit, l'exode de cerveau amène des enjeux aussi dans les pays du Nord parce que arriver au Nord, il faut avoir la qualification pour travailler. Aussi, il y a des enjeux d'intégration pour les pays du Nord, bien intégrer ces immigrants qui viennent, leur donner la place pour travailler, euh, leur faire sentir confortable au niveau social. Cela serait les défis pour les pays du Nord, par exemple, concernant la fuite des cerveaux. D'autre part, dans certains pays, quand on parle de la fuite des cerveaux, par exemple, de sud à sud, certains, la population parfois se sent un peu suffoquée par la venue des immigrants. Certains ont l'impression que ces immigrants viennent pour prendre notre place et cela peut créer des conflits sociaux que le gouvernement ou le pays en tant que tel devra gérer. Donc ça, c'est un autre point négatif pour les pays du Nord. Donc, ça serait ça. Merci beaucoup, Chansad Sarah Simeti, pour vos informations. Maintenant, nous allons plus dans le concret. Comme je l'avais dit au début, Haïti, que ce phénomène-là est vraiment présent. On constate que 95% du cerveau haïtien se retrouve à l'extérieur du pays. Esther, aujourd'hui, vous allez nous parler du cas spécifique d'Haïti, puis les fuites de cerveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ce pays-là reçoit ces chocs, qu'on peut dire? Merci de m'accueillir. Je pense que c'est vraiment important de parler de la fuite de cerveau en Haïti parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un problème qui existait depuis longtemps en Haïti, mais encore plus maintenant avec le tremblement de terre. Et puis maintenant, 7 ans après le tremblement de terre, qu'on constate que le pays, il a toujours besoin d'avancer, il a besoin de ses cerveaux sur place. Et puis, on continue d'avoir un problème, on continue de perdre les personnes qui ont un certain degré d'éducation. Et je pense que c'est vraiment quelque chose duquel il faut parler, qu'il faut adresser pour avancer le pays, pour le développement du pays. Ouais. En ce moment, le pays vient d'avoir tout juste un gouvernement en place, comme on peut dire. Il vient de nommer un premier ministre. On a vu que dans son rapport, il a mentionné que les 3 milliards qu'a récolté le pays, dans ces 3 milliards-là, 2 milliards viennent de la diaspora. Qu'est-ce que vous en pensez? 2 milliards, ce qui représente quand même beaucoup, 2 tiers du PIB du pays vient de l'extérieur. Est-ce que tu penses que le fuite de cerveau rend le pays paresseux, si on peut dire, étant donné que 2 tiers de l'économie d'Haïti repose d'ailleurs? Je pense que paresseux, c'est un mot un peu trop général parce qu'il y a plusieurs façons de regarder le problème. Quand on dit paresseux, est-ce qu'on est en train de dire que est-ce qu'on est en train de dire que les autorités sont paresseuses ou bien est-ce qu'on est en train de dire que la population en tant que telle est paresseuse, qu'elle préfère recevoir de l'aide de ses familles à l'étranger? Je pense que c'est vraiment une question importante, mais je pense que si on regarde du côté des autorités, je pense que le fait que autant d'argent vienne de l'étranger, le fait que le pays veut avancer, veut se développer, ça fait juste l'encourager à garder ses ressources à l'intérieur, ça l'encourage à travailler. Justement, ça encourage à avoir des programmes qui vont essayer de moderniser l'éducation à l'intérieur du pays, de
élargir l'éducation postsecondaire en Haïti, juste l'installation des facultés d'éducation par Internet, d'autres moyens pour aider la population à avoir son degré d'éducation. Oui, je pense que c'est pas nécessairement que le pays devient plus paresseux, sauf que c'est quand même une situation alarmante d'avoir autant de nos fonds qui viennent de l'étranger. Puis ça crée une situation de dépendance, comme c'est pas bon pour l'économie, c'est une économie qui est vulnérable au choc du pays développé, du pays où se trouve sa diaspora, et puis c'est pas un pays qui se développe tout seul. Merci, très intéressant. Ça nous emmène en fait à la seconde question qui est, est-ce que tu penses vraiment que la fuite de cerveau met Haïti vraiment dans un état de dépendance, si on peut dire? Parce que c'est quand même 2/3 de l'économie qui repose sur le dos de la diaspora. Est-ce que tu penses que le pays se retrouve vraiment dans un état de dépendance à cause de ces fuites de cerveau? À un certain degré, oui. Parce que le pays doit essayer de développer tous les moyens pour faire avancer son économie. Et ce n'est pas quelque chose de soutenable d'avoir 2/3 de ces fonds qui viennent de l'étranger, des pays, des personnes De la diaspora. Est-ce que tu penses que la fuite de cerveau met Haïti dans un état de dépendance ou est-ce que tu penses que les pays du Nord ont une certaine responsabilité envers les pays du Sud, étant donné eux, ils mettent vraiment des politiques de migration qui en fait suscitent les gens-là à partir du pays pour retrouver les pays du Nord? Est-ce que tu penses vraiment que Haïti se retrouve vraiment dans un état de dépendance? Je pense que c'est une question intéressante parce que justement, quand on a une économie qui repose sur 2/3 des fonds de remittance, c'est pas soutenable au long terme. Et puis, les pays sont justement un peu dépendants, oui, des pays du Nord. Et puis, qu'est-ce qui se passe si le pays du Nord décide de mettre une barrière quelconque sur les transferts de fonds, mais de changer ses politiques? Ça met vraiment le pays du Sud. Petit soulier, comme on dit. Oui, exactement. Ça le met dans une situation de vulnérabilité. Et puis, pour ce qui en est de votre deuxième question, est-ce que les pays du Nord ont une certaine responsabilité envers les pays du Sud? Je pense que c'est une question difficile à répondre parce qu'il y a quand même deux côtés. Oui, les pays du Nord sont en train de prendre une main-d'œuvre qui est qualifiée, ils sont en train de l'enlever, ils sont en train de l'utiliser pour développer leur propre économie. Et puis, dans la majorité du cas, ils n'ont pas dépensé pour ça. Donc, Haïti les a formés, puis ils ont parti servir. Mais justement, migrer, on le sait, c'est pas évident, surtout si on parle même du Canada, c'est pas évident migrer au Canada. Il y a plusieurs qualifications. Je pense justement 2,6 millions de la population migrante en âge de travailler, mais un peu plus élevé que l'âge de travailler en fait, entre 25 et 64 ans. Ils ont des diplômes, 2,6 millions de ces 2,6 millions de personnes-là, 53% ont des diplômes de degré supérieur, mais en fait, ces diplômes-là, leur diplôme le plus élevé, ils ne l'ont pas obtenu au Canada. Donc, ce qui montre d'ailleurs comment le Canada profite des investissements des autres. En fait, on pourrait dire oui qu'ils profitent, sauf que ce n'est pas nécessairement le cas que ces gens-là vont obtenir un emploi par rapport au diplôme pour lequel ils ont étudié. C'est pas comme... On pourrait, ok, pour revenir à votre question, est-ce que les pays du Nord ont une obligation? Est-ce qu'on pourrait se dire, est-ce qu'ils ont une obligation envers ces gens-là qui décident de migrer, qui décident de quitter leur pays? Ils avaient besoin du niveau d'éducation plus élevé pour migrer. Maintenant qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas nécessairement les conditions pour lesquelles, comme ils n'ont pas nécessairement les emplois dans les conditions, dans leur domaine, ils sont pas nécessairement en train d'utiliser les études qui les ont permis de migrer pour vivre dans le pays où ils sont en train de migrer. Est-ce que ces pays-là, ils ont une obligation envers les gens qui migrent? Est-ce que ces pays-là, ils ont une obligation envers les pays desquels ils ont pris les populations qui sont en train de freiner leur développement en quelque sorte?
sortent, des pays pour lesquels ils ont pris les obligations, mais en même temps, si le pays d'origine n'est pas en train d'offrir au pays, aux résidents d'accueil, ce qu'ils ont besoin pour grandir, pour s'épanouir, c'est quand même dans l'intérêt de la population qui migre. Comme la décision de migrer, oui, on peut le regarder du point de vue du pays où ce que les personnes sont nées, mais il faut aussi le regarder au point de vue de l'individu puis de la décision de migrer. Marc-Olivier a parlé de la décision familiale de migrer pour sa famille. Si je peux aller faire un meilleur salaire à l'étranger, si je peux aider ma famille à la maison, pourquoi pas migrer? Donc, c'est vraiment un sujet de débat. Oui. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, qui écoutent l'émission aujourd'hui, en ce jeudi 12 janvier 2017, on parlait de fuite de cerveau. Et dans le cas spécifique, le cas d'Haïti, aujourd'hui, qui marque, c'est la commémoration du tremblement de terre qui a fait beaucoup de ravages en Haïti. Je remercie Esther d'avoir été là avec nous et Marc-Olivier et notre employé Chansad Simeti. Merci d'avoir été là. On se revoit la prochaine fois pour une autre émission. Parlons-en. Merci beaucoup.